PUDC a fait la une de l'actualité au Togo cette semaine. Le programme d'urgence de développement communautaire lancé par le chef de l'État a pour but la réduction des inégalités sociales à travers ses interventions ciblées sur la période 2016-2018. Et nous allons revenir dans ce journal sur les grandes composantes du PUDC. La campagne de vaccination contre la rage canine a démarré au Togo. Le ton a été donné à Madiatom dans la préfecture de la Dina. 10 000 animaux de compagnie seront vaccinés d'ici la fin de l'opération. Et puis, vous pouvez désormais capter la radio Pyramide FM sur la fréquence 105.5 pour vous informer, vous distraire. C'est une nouvelle station radio qui vient de démarrer ses activités et vous promet en tout cas d'être beaucoup plus à l'écoute de vos préoccupations. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir à toutes et à tous. Le PUDC, on en parle depuis quelques jours. C'est un programme d'urgence de développement communautaire lancé officiellement par le président Faure Esozimna Gnassingbé à Mandouri pour améliorer significativement les conditions de vie dans les localités faiblement desservies par les infrastructures de base. Retour ce soir sur les composantes du PUDC dans ce document signé Prudence Zinsou. Le top départ du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, donné officiellement par le chef de l'État Faure Gnassingbé à Mandouri, traduit une fois encore son engagement à lutter efficacement contre l'extrême pauvreté au Togo. Cette volonté s'est illustrée d'ailleurs par la pose de la première pierre des infrastructures socio-économiques de base qui vont être construites dans cette localité dans le cadre de ce programme. Il nécessite pour l'heure une mobilisation financière de 155 milliards de francs CFA. Ce programme vise à contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services socio-économiques de base et la réduction des inégalités sociales au Togo. Ceci avec une forte implication du programme des Nations Unies pour le développement. En lançant le PUDC à Mandouri, au-delà de redonner de l'espoir aux communautés, vous posez là les jalons d'un développement inclusif et durable avec les populations et pour les populations de toutes les préfectures du Togo. En effet, le PUDC dont vous êtes le principal artisan traduit non seulement une volonté forte de lutter contre l'exclusion sociale et les inégalités, mais permet surtout de donner le droit à cette mère de pas pris, de ne plus risquer de mourir en couche en lui donnant accès à un centre de santé. Le droit à ces jeunes et à ces femmes entrepreneurs de Guérin Kouka de bénéficier d'électricité pour renforcer leurs activités économiques avec des moyens de transformation et de conservation de leurs produits. À ce village d'Assoukoko, que l'enclavement exclut de toute participation à la vie socio-économique, de bénéficier de pistes rurales pour une ouverture vers de nouvelles opportunités. Il est donc prévu dans la mise en œuvre du PUDC la réalisation des infrastructures socio-économiques de base, notamment des bâtiments scolaires, des cliniques mobiles, des points de forage d'eau, des pistes rurales. Les acteurs nationaux et locaux verront leur capacité institutionnelle renforcée. Le développement de l'entrepreneuriat rural occupe également une place importante dans ce programme. Et les bénéficiaires apprécient déjà cette initiative qui permettra de désenclaver leur localité. Et nous voyons que ce programme vient appuyer ce que le chef de l'État faisait avant. Tout ce qu'il a expliqué comme réalisation de ce projet, ça ne vient qu'appuyer ce qu'il faisait avant. Et donc, ça permettra à nos populations de se développer, de sortir de la pauvreté. Je suis vraiment très contente parce que le lendemain serait très bien pour nous. Les femmes seront à l'aise pour l'épanouissement de nos enfants. En procédant au lancement de la première phase du PUDC qui nécessite 155 milliards de francs CFA, le chef de l'État Faure Gnassingbé a rappelé aux populations de Mandouri l'importance du dit projet. Pour le président de la République, c'est un programme qui traduit l'exécution des actions du mandat social qu'il a promis au cours de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015. C'est selon lui la concrétisation de ce que les populations, notamment de Pendjal, ont exprimé comme désir de le voir plus agir sur le terrain social et de l'économie rurale.
Le chef de l'État a par ailleurs sollicité une forte implication des populations bénéficiaires du PUDC, notamment les femmes, les jeunes et les groupements de producteurs à travers toutes les régions économiques du Togo. Le PUDC, qui est piloté par l'Agence nationale d'appui au développement La Base, ANADEB, couvre toutes les régions du Togo et sera exécuté dans 23 préfectures dans sa première phase. 12% de l'ensemble du projet sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Plus de 1500 salles de classe seront construites chaque année dans la région du Togo jusqu'à la fin du programme. Les zones non encore desservies seront électrifiées. Il est aussi prévu la construction de plus de 5000 logements sociaux par an. Le PUDC vient donc renforcer la politique du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable entrés en vigueur depuis janvier dernier. Direction Madiatom dans la préfecture de la Bina où a démarré une nouvelle campagne de vaccination contre la rage canine. Cette opération va toucher 10 000 animaux de compagnie. Parallèlement à cette cérémonie, le ministre en charge de l'élevage a procédé, comme promis, à l'indemnisation des éleveurs victimes de la peste porcine africaine à Alédio Kadara dans la Soli. La localité de Madiatom, dans la préfecture de la Bina, point de départ de la nouvelle campagne de vaccination contre la rage canine. Cette maladie est dangereuse non seulement pour les animaux mais aussi pour l'homme. Lorsque ces manifestations se déclenchent, il n'y a pas de remède, c'est la mort qui s'ensuit. D'où la nécessité de la prévenir. Cette campagne est la troisième du genre. Les services techniques disposent de 10 000 doses de vaccins à répartir sur toute l'étendue du territoire national. La campagne va durer 6 mois. Elle est financée grâce à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les populations rurales vivent très souvent avec soit les chiens, les chats et parfois les singes. Et donc il arrive des moments où ces animaux de compagnie sont touchés par la rage canine et après ils propagent cette maladie de par le contact que ces animaux ont avec l'humain. Et donc pour éviter ou prévenir de tels genres de situations, le gouvernement togolais a mobilisé 10 000 doses avec l'appui de l'UEMOA pour lancer la campagne. Autre maladie qui retient l'attention, celle de la peste porcine africaine. Ces derniers mois, elle a fait son apparition dans certaines localités, obligeant le gouvernement à faire le vide sanitaire dans ces localités. Les animaux ont été donc abattus, mais le gouvernement a pris des dispositions pour indemniser les éleveurs chez qui le vide sanitaire a été opéré. La mission d'indemnisation est arrivée à Alédio Kadara, dans la préfecture d'Assoli. L'indemnisation se fait sur la base d'un décret présidentiel créant un fonds d'indemnisation en cas d'épizootie majeure. Le barème est simple. Pour les porcs de race, l'indemnité est de 20 000 francs par porc adulte. Porc et métis, 15 000 francs adulte. Race locale, 10 000 francs l'adulte. Pour un porcelet, race améliorée, 5 000 francs un porcelet. Et race locale, c'est un porcelet de race locale, c'est à 2 000 francs le porcelet. Les éleveurs ont beaucoup perdu, cependant, ils sont réconfortés par cette action d'indemnisation du gouvernement. Nous remercions le gouvernement qui a voulu amoindrir nos pertes. Mais ça ne couvre pas tout ce que nous avons perdu. Mais 21 porcs là, quand j'évalue, j'attends minimum 630 000. 21 porcs. Le dernier que j'ai livré, il était à 20 et quelques kilos. Ça fait 34 000 francs que j'ai reçu. Si on multiplie 34 000 francs par 21, ce n'est pas 100 et quelques mille que je vais prendre. Donc nous acceptons. Les éleveurs ont été sensibilisés sur la nécessité de ne plus laisser les animaux en divagation, ceci pour réduire les risques. Outre Alédio Kadara, Madiatom dans la Bina et Lavagnon, Lamankara-Kopé et Kemerida dans l'Est Mono sont les localités touchées par la peste porcine africaine. 0 décès dû à un accouchement difficile. C'est ce à quoi aspire le gouvernement togolais avec bien sûr l'aide des partenaires. C'est dans cette optique qu'une étude a été menée en 2012 sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, SONU. Les résultats obtenus sont aujourd'hui partagés avec les prestataires du secteur privé
qui sont eux aussi mis à contribution pour réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et néonatale. Marceline Tchakbala, Nathalie Panégué. Résultat de l'évaluation des soins obstétricaux et néonataux d'urgence SONU effectuée en 2012 au Togo révèle que 5,3% des formations sanitaires pratiquent l'accouchement instrumental. 14,9% assurent la réanimation des nouveau-nés et dans 30,6% des formations sanitaires, l'évacuation des produits résiduels de conception est maîtrisée. Des résultats partagés ici avec les prestataires du secteur privé. Dans ce contexte de mortalité et de morbidité élevée, le ministère de la Santé, à travers son programme de la santé de la reproduction, a initié cette réunion avec les privés qui en font beaucoup en ce qui concerne la santé de la reproduction et aussi alors pour leur présenter le programme gouvernemental du renforcement de ce programme. Les SONU, vous comprenez par là que c'est les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, c'est-à-dire des soins appliqués aux femmes enceintes, surtout lors de l'accouchement et aux nouveau-nés. Ces prestataires du secteur privé vont également s'approprier le concept SONU, ses fonctions, ses principes et son processus de développement au Togo, bref, son utilité dans la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale. Et tout l'effort qu'on peut faire pour que la grossesse soit un événement heureux et l'accouchement, l'arrivée du bébé soit célébré. Donc faire en sorte que la femme se porte bien, que celles qui veulent concevoir puissent concevoir facilement, que la femme puisse porter la grossesse dans de bonnes conditions et que la délivrance se fasse sans problème, qu'on n'entende pas dire qu'une femme est allée pour accoucher et qu'elle en est morte. L'amélioration de la qualité et de la quantité des soins et services est donc une préoccupation pour tous. Et le non-respect de certaines fonctions clés peut être fatal à la parturiente et au nouveau-né. Par exemple, l'hémorragie, les accouchements difficiles à réaliser, la réanimation mal faite peuvent causer la mort chez ces derniers. Il va donc falloir corriger ces manquements en donnant les moyens nécessaires aux prestataires. Justement, dans ce sens, le gouvernement a initié un programme de santé de la reproduction, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence SONU. Que referme concrètement ce concept et à quelle fin est-il destiné? Les explications dans ce dossier réalisé par Marceline Tchakbala et Nathalie Panégué. Le Togo, dans la dynamique de réduire le taux de mortalité, de morbidité maternelle et néonatale, opte pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence SONU. C'est un nouveau concept qui, une fois bien appliqué, va contribuer à réduire de 30% la mortalité. De ces services, de ces fonctions clés qui ne sont pas faites. Des fonctions clés. Par exemple, je prends un exemple quelconque, une femme qui accouche et après l'accouchement, systématiquement la femme saigne. Ce saignement n'est pas maîtrisé. Donc la femme peut saigner et mourir. Vous voyez? Deuxièmement, au cours de l'accouchement, il y a certains accouchements que nous appelons les accouchements dystociques, c'est-à-dire difficiles à réaliser. Donc il faut aider la mère à accoucher. C'est l'utilisation, par exemple, de la ventouse. Nous avons constaté que les prestataires, au moment de l'enquête, les résultats de l'enquête fait que les prestataires n'arrivent pas à utiliser la ventouse. Vous voyez? Troisième point, la réanimation du nouveau-né. L'enfant qui vient de naître peut naître normalement sans problème. Mais certains enfants naissent avec, ils ne crient pas et puis ils ont des obstructions nasales. C'est-à-dire que le liquide amniotique est rentré dans les voies aériennes. L'enfant doit respirer. Rapidement, il faut des gestes clés. Si tu ne le fais pas, cet enfant qui a toujours des liquides dans les narines va mourir. Sur 24 formations sanitaires des soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets, 17 relèvent du secteur privé. Et sur 9 SONU de base avérés en 2012, 5 relèvent également du privé. Il va falloir corriger ces déficits-là. Donc, donner la compétence aux prestataires pour pouvoir le faire. C'est ça qui nous a apporté à renforcer la capacité de ces prestataires qui sont sur le terrain, qui offrent ces services-là. Et après ça, maintenant, on s'est dit, ça c'est terminé. Il ne faut pas travailler les mains vides. Il faut donner du matériel. Systématiquement, tous les sages-femmes qui ont bénéficié des prestations, qui ont bénéficié de la formation en SONU, ont reçu du matériel immédiatement après la formation. Comment une femme qui vient d'accoucher, qui saigne, c'est tout à fait normal qu'elle saigne, mais ce saignement ne doit pas dépasser certaines
certain degré. Et il y a des gestes, il y a des comportements pour faire que ce saignement soit réduit au maximum. Maintenant, elles ont cette capacité-là dans les formations sanitaires solubles potentielles. L'hémorragie, l'anémie, l'éclampsie sont quelques mots-clés qui causent la mortalité maternelle et néonatale. En clair, la réussite des soins obstétricaux et néonataux d'urgence est tributaire d'une bonne collaboration entre les formations sanitaires d'une part, les structures publiques et privées de l'autre, mais surtout de la rapidité de transfert des cas d'urgence. Mise à jour pour la dernière fois en 2015, le livre blanc de l'économie togolaise vu par la JET a été présenté au public ce samedi à Lomé. Élaboré en 2009, ce document présente la photographie du paysage économique togolais, les points de réussite, les goulots d'étranglement et des propositions plausibles pour les surmonter. C'était lors d'une conférence de presse animée par l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET. Lucas. Mise à jour pour la deuxième fois en 5 ans, le livre blanc reflète la vision de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, de l'économie nationale. Structuré en 4 parties, ce document pose le diagnostic du tissu économique du pays et s'impose comme un outil de référence pour rendre plus productives et compétitives les entreprises. Ce livre est avant tout un outil de recommandation aux gouvernants pour que les choses y contenues, les recommandations qui sont faites soient suivies de manière à ce que le climat des affaires puisse être davantage propice aux affaires et que les investisseurs puissent, fort de cela, s'intéresser à la destination Togo. Nous avons fait le constat général environnement économique et nous avons fait état des freins au développement des affaires. Nous avons fait, il y a les freins liés aux fondamentaux économiques. Cette analyse contenue dans le livre blanc de l'économie togolaise vu par l'AGET passe en revue le cadre macro et microéconomique du Togo, ce qui a permis de formuler des mesures urgentes pour bannir les obstacles liés au développement du climat des affaires. Nous sommes relativement sur la bonne voie puisqu'il y a une volonté déterminée et des gouvernants à aller de l'avant. Vous avez vu le saut qualitatif et quantitatif que nous avons fait au niveau des infrastructures. Vous avez vu les sauts qui sont faits au niveau des réformes, mais il reste évident qu'il y a des choses à faire encore, notamment à revoir, n'est-ce pas, le niveau de la pression fiscale. Il y a à faire l'opérationnalisation de l'agence, la PIZF. Élaboré en 2009, ce livre blanc a été mis à jour en 2011 et 2015 grâce à l'appui de l'Union européenne. 51 entreprises de divers secteurs d'activité composent l'AGET. Avec une masse salariale de 37 milliards de francs CFA, l'AGET emploie plus de 10 millions de personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 700 milliards de francs CFA en 2014. Et ces 10 dernières années, la croissance économique nationale est en nette augmentation. Des avancées économiques qui reposent sur toute une série de réformes engagées par l'État togolais. La finalité est de faire du Togo un pôle pour les investissements. L'économie togolaise repose aujourd'hui donc sur un certain nombre d'atouts de taille que nous vous proposons de découvrir dans ce dossier de Lucassi présenté par Félix Simbech. Le paysage économique national connaît de nettes avancées ces 10 dernières années, fruit d'une série de réformes engagées par le gouvernement togolais pour insuffler une dynamique forte, inclusive et soutenue à la croissance économique. Au rang de ces réformes, l'assainissement du climat des affaires, l'élargissement de l'assiette fiscale qui passe par la mise en place de l'Office togolais des recettes OTR et l'instauration du guichet unique pour le commerce extérieur. À cela s'ajoute la construction du 3e quai qui fait du port autonome de Lomé l'un des rares ports en eau profonde de la sous-région et la nouvelle aérogare. Au centre de ces réformes, l'activité des entreprises. Toutes ces actions participent à doper la croissance économique du pays. Nous avons vu sur les 10 dernières années tous les efforts que le gouvernement a pu opérer de sorte à ce que le territoire togolais puisse être attractif.
Et ça se remarque aujourd'hui à travers les scores que nous avons sur la plupart auprès de la plupart des institutions. En l'occurrence, le Doing Business où le Togo gagne régulièrement des points. Mais nous avons aussi la question du MCA où le Togo aujourd'hui est éligible à ce fonds. Il y a aussi des efforts qui permettent réellement aux entreprises de pouvoir être beaucoup plus dynamiques. La Cour d'arbitrage du Togo, Kato, s'est aussi imposée comme un instrument de règlement de litige entre les acteurs économiques. De ce fait, la croissance économique reconnue au pays repose sur des bases solides, notamment le dynamisme du secteur primaire qui tire sa vitalité de la politique agricole qui s'oriente de plus en plus vers la transformation, le secteur secondaire et celui tertiaire, soubassement de l'économie nationale. Nous avons récemment vu la politique agricole à l'horizon 2030 qui oriente l'agriculture vers la création de valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles, de sorte à ce que nous puissions générer plus de richesses. Nous sentons aujourd'hui qu'au niveau des services, surtout la question du port autonome de Lomé, et même après les investissements récents qui ont été consacrés à ce secteur, nous voyons que nous pouvons encore avoir plus de marge de croissance au niveau de ce secteur. Par tous ces indicateurs, le Togo se présente de nos jours comme une terre d'accueil des investisseurs. L'ultime défi à relever est le passage à l'industrialisation afin de transformer les produits agricoles sur le territoire. Je vous l'annonçais en titre, une nouvelle chaîne radio vient de faire son entrée dans le paysage médiatique. Il s'agit de la radio Pyramide FM. Elle émet sur le 105.5 pour informer, éduquer et distraire ses auditeurs avec des émissions, débats aussi bien politiques que culturels et sociaux. Radio Pyramide a officiellement démarré ses activités ce vendredi en présence du ministre Guy Madié Lorenzo en charge de la communication. Serge Taston, Viviane Sauvi, Félix Simdacha. Pyramide FM, le nouveau-né dans le paysage médiatique au Togo, une nouvelle chaîne qui, par son nom Pyramide, veut rendre hommage au génie créateur des Africains, révolutionner le monde de la radio et rendre l'information plus accessible à tout le public. Sur la 105.5, Pyramide FM touche tous les domaines de la vie à travers ses différentes émissions. La ligne éditoriale de la radio, c'est défendre l'environnement et faire sa promotion. Les questions environnementales sont des questions qui sont souvent abordées à l'extérieur, notamment en Occident. Ces questions ne sont pas souvent évoquées ici. Nous aurons d'autres grandes émissions, notamment le sport que nous ferons en direct. Nous aurons également la revue de presse en Mina. Nous ferons également des jeux, il y aura beaucoup d'émissions à caractère culturel. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madié Lorenzo, s'est réjoui de l'initiative et a appelé le personnel et les animateurs de cette radio au professionnalisme. Vous êtes dans le champ, en train de cultiver, que vous avez votre petit poste dans la poche. Ce qui intéresse le cultivateur, c'est autre chose que les petites guéguerres et les querelles des uns et des autres. La politique. Les gens ont envie de rêver. Faites-les rêver. Les gens ont envie qu'on leur parle de leurs problèmes. Échangez avec eux et laissez vos antennes ouvertes pour que les gens puissent vous appeler, vous apostropher, vous poser des questions et que vous leur apportiez des réponses. Je vous demanderai également de laisser une grande place à la jeunesse et d'aborder avec la jeunesse togolaise les sujets d'actualité, les sujets qui les concernent. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, pour la circonstance, a été représentée par son rapporteur Mathias Aina, qui, se fondant sur le partenariat avec les agents, a souhaité que la nouvelle chaîne apporte un plus dans le paysage médiatique. Les programmes de Pyramide FM sont animés par une équipe de journalistes et de techniciens sélectionnés pour leur expérience.
La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et l'ONG Bonfonden ont organisé une conférence de presse cette semaine sur les méthodes d'éducation sans violence en milieu scolaire. Cette initiative se situe dans le contexte du projet Éduquer autrement, phase 2, avec pour objectif d'amener les futurs enseignants à contribuer à la lutte contre la violence à l'égard des enfants en matière d'éducation. Tchazinambaga. Le bâton et toute autre forme de violence doivent être bannis en milieu scolaire. C'est le message martelé tout au long de cette rencontre. Il était question de montrer à ces étudiants en formation à l'Institut national des sciences de l'éducation qu'on peut enseigner autrement. Nous allons trouver qu'il est important que tous ceux-là qui vont travailler dans le domaine de l'éducation, soit comme enseignants ou comme encadreurs ou éducateurs, etc., soient sensibilisés sur la question de la violence en éducation, ses conséquences néfastes sur les personnes en éducation, donc les enfants, les jeunes. Nous travaillons avec ces instituts pour voir dans quelle mesure cette question peut être intégrée pour que dès la sortie des futurs enseignants, qu'ils aient déjà des compétences pour que sur le terrain, une fois sur le terrain, ça puisse être une réalité. Les échanges ont porté sur les différents types de violences et leurs conséquences, aussi bien sur les apprenants que sur les enseignants, le cadre législatif, réglementaire et l'ensemble des dispositions qui protègent les droits des enfants au Togo, puis les méthodes alternatives. Donc nous leur parlons de la discipline positive basée sur la règle des 3 R, c'est-à-dire que chaque sanction doit être en relation avec la faute commise, doit être raisonnable et puis doit être conforme donc au stade de développement de l'enfant. En tant qu'enseignants, nous devons nous soucier de l'avenir de nos élèves. Nous devons éviter de leur traumatiser pour leur réussite. Puisqu'on a interdit les bâtons, alors à quoi doit-on faire recours pour pouvoir essayer entre guillemets de recadrer les enfants? Et donc par rapport aux propositions que nous ont données, je trouve que c'est un peu difficile. Mais bon, quand on a la volonté, on peut parvenir. Cette rencontre rentre dans le contexte de la stratégie de la coalition nationale togolaise pour une éducation pour tous et l'ONG Bonfonden pour renforcer leur plaidoyer afin que les méthodes d'éducation non violente fassent l'objet d'appropriation et d'intégration dans les programmes officiels d'enseignement. L'opération Togo propre instituée tous les premiers samedis du mois a été respectée ce jour. À Lomé, délégation spéciale association, CDQ et CVD se sont mobilisés pour assurer l'effectivité de cette opération. Ils ont mis au propre certaines places publiques, la HAC, la cour d'appel de Lomé. Lucassi, Gérard Laboudou. Pour ce rendez-vous du premier samedi du mois, la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a répondu à l'opération Togo propre. Tout le personnel de la dite institution est mobilisé pour désherber et balayer l'enceinte du service. Notre président nous a demandé de venir aujourd'hui exceptionnellement parce que le samedi, en général, il n'y a pas autant de monde ici. Donc tout le personnel a répondu à l'appel du président. Il ne manque pas une seule personne, aussi bien le personnel que les membres élus de la HAC. Nous sommes tous là aujourd'hui pour répondre à cet appel du gouvernement et aussi pour nous permettre de nettoyer la cour de notre institution. L'Association International Youth Fellowship IYF et la Fédération pour la paix universelle section Togo se sont intéressés à la cour d'appel de Lomé. Les alentours de l'institution ont été rendus propres. Nous travaillons pour la cour de la jeunesse d'une manière générale. Et pour nous, l'environnement fait partie de notre vécu quotidien. Pour que nous soyons en bien faire nos activités, il nous faut aussi une bonne santé. Donc c'est à ce titre que nous nous retrouvons régulièrement pour mettre notre environnement propre. C'est pour renforcer la citoyenneté, c'est pour donner l'exemple tout d'abord aux habitants qui sont à la population, qui sont alentour, et faire un signal fort à toute la population du Togo que c'est un geste citoyen, un geste noble. Tout le monde doit se lever pour balayer tout d'abord sa maison, les rues, et puis s'engager pour la propriété du Togo. À Adoboukwame, toujours à Lomé, l'association Jeunes Vaillants a mobilisé la jeunesse pour l'entretien du quartier. De différentes artères de Décon ont été ciblées pour accomplir l'opération Togo propre de ce mois de juillet.
Nous savons quand même que la propreté de notre pays, c'est notre affaire à tous et nous n'attendrons pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne le faire pour nous. Donc en tant que jeunes et aussi jeunes leaders d'opinion, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes levés pour refaire le travail. Nous nous mobilisons à chaque fois qu'il y a une action à faire. Nous descendons sur les sites, nous apportons notre petite contribution à ces personnes-là qui sont dans le besoin réellement. Comme cette action que nous sommes en train de faire, nous pensons quand même que nos quartiers ont besoin d'être assainis et donc c'est le besoin actuel. Et Jeunes Vaillants, qui est cette association-là, porte main forte à tout ce qui est œuvre humanitaire et sociale. L'association Jeunes Vaillants promet d'organiser cette rencontre chaque semaine pour donner un visage attrayant à Lomé, la capitale togolaise, notamment ce quartier à forte activité commerciale. Elle est appuyée par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP. L'ensemble des 5 arrondissements de Lomé et de ses environs ont été assainis par les membres de la plateforme des comités de développement villageois CDQ. Tous ces quartiers nettoyés sont bénéficiaires du programme de développement communautaire en zone urbaine PDCZU. Cette action cadre avec l'opération Togo Propre initiée par le gouvernement et qui implique toutes les couches de la population afin de renforcer le civisme et la citoyenneté. Nous voulons accompagner le gouvernement pour le développement de notre pays, ce qui fait que chaque premier samedi du mois, on a l'habitude de faire ce genre de travaux communautaires pour pouvoir arranger la ville. L'assainissement des communautés fait partie de l'une des composantes du PDCZU piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Un peu d'humour avec l'acteur comique français le plus populaire. 120 millions de spectateurs ont rempli les salles de cinéma à l'époque pour suivre ces films. Et il faut souligner les multiples rediffusions de ces films à la télé. Que reste-t-il de lui, de Funès? La célèbre gendarmerie de Saint-Tropez, qui fut l'un des théâtres de ses aventures, vient d'être transformée en musée. Regardez. Louis de Funès a bien raison de regarder le spectateur dans les yeux, car c'est ce gendarme qui va faire de lui, et pour la première fois, une star du box-office. Alors si aujourd'hui on se presse pour visiter la célèbre gendarmerie, c'est parce que personne n'a oublié les aventures de Ludovic Cruchot. Regardez-moi là, regardez-moi là, tous les deux. Je vous l'ai dit sans haine, mais vous me le paierez très cher. Mais je le très cher. Louis de Funès a alors 50 ans et 100 films derrière lui. As-tu envie de contempler de tes yeux un miracle? Car pendant longtemps, il va courir les cachets. J'ai jamais eu de chance avec les femmes. Jamais. Comme des marionnettes, 3 petits tours, et puis 100. Pourquoi? Pas plus laid qu'un autre. Non. Parfois, il a du texte. Parfois, il sert juste à table, comme ici, Michel Simon. Souvent méconnaissable. Je connais l'Espagne. C'est un pays sec, comme un nombril de couleuvre. Alors bien sûr, il joue avec les plus grands, Jean Marais, Bourvil, Michel Serrault ou Jean Gabin, mais l'heure des grands duos n'est pas encore arrivée. Il est alors l'un des membres des célèbres Branquignoles, où son sens du burlesque fait fureur et tranche avec son physique austère. Le style de Funès est déjà là. Des expressions, une gestuelle, qui vont en faire une grande vedette comique, car c'est ça qu'il veut, faire rire. Moi j'aime beaucoup amuser le monde. Je crois que le comique est celui qui sait faire rire le monde. C'est un don qu'il a en naissant, comme un don des mathématiques ou tout ça. Et je me dis, bon, pourquoi aller essayer d'émouvoir ou je ne sais pas quoi, alors que c'est un don merveilleux de faire rire les autres. On va alors lui écrire le rôle qui va le rendre immortel, celui du petit teigneux autoritaire. 1 an après Cruchot, il est le commissaire Juve. Tu mens! Tu mens, tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi! Non, écoute. Mais je ne te permets pas de me vous voyer! Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, ça suffit, hein! Ça suffit, là! Son ami Gérard Houry lui offre bientôt le corneau et la grande vadrouille. Une démarche sèche. Odieux à chaque fois, il va être celui qu'on adore détester. Tout le monde sort! C'est peut-être le seul acteur au monde qui ait la possibilité d'être odieux sans être antipathique. Attendez. Cette scène de la grande vadrouille est improvisée par Louis de Funès. Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. Dans le scénario, il devait redescendre des épaules de Bourvil,
Mais devant le comique de la situation, Gérard Houry a gardé la prise. Patrick Préjean a tourné 2 fois avec lui. Il ne se lassait pas de le regarder jouer. Et voilà, l'apprenti avec le maître. Cette rythmique, au millième de seconde près, pouf, ça tombait. Et c'était imparable. C'est peut-être toujours le même processus, mais dans ce processus, il y a un renouvellement d'invention permanente. Et puis, même si c'est un peu le même processus, c'est un processus de génie. Témoin cette scène d'Oscar. Un pétage de plomb en règle où il s'en donna à cœur joie. Je vais sûrement arriver à faire un film comme metteur en scène et je vais presque couper tous les dialogues et procéder par onomatopée ou image ou expression ou situation, c'est tout. Et vous savez que c'est une excellente idée. Bah oui, puis moi j'aime bien. Puis enfin, le dialogue, je trouve ça très... Oui. Juste pour remplacer les sous-titres d'autrefois d'un film muet, c'est tout. Et même lorsqu'il parlait cuisine ou jardinage, il ne pouvait s'empêcher de joindre le geste à la parole. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Après, on a mangé toute chose. Son rêve, qu'il n'a pas pu réaliser, était de faire un film muet. Mais il nous aura laissé de magnifiques histoires sans parole. L'un de ses plus beaux souvenirs, dira-t-il, le César d'honneur remis par Jerry Lewis, qu'il admirait tant et qui le laissa sans voix. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle soirée. À demain.